Cette transformation, bien Industrie 4.0, elle est animée par une certaine émergence de nouvelles technologies. Donc, vous avez une nouvelle technologie, et c'est souvent le cas avec n'importe quelle révolution, avec n'importe quelle transformation. C'est soit vous êtes forcé à le faire, comme pour le cas du Covid-19 maintenant, on est forcé à utiliser ces technologies, mais les technologies existent déjà. Si on n'est pas forcé à faire la chose, on va faire une transformation qui est progressive, à l'aise. Donc, c'est toujours animé par une certaine émergence de nouvelles technologies. Cette industrie 4.0, dans ce cas-là, donc, il désigne une nouvelle génération d'usines qui sont connectées à Internet, ou bien entre elles, selon le standard qu'on va voir par la suite. Et elles sont connectées, elles sont robotisées. Attendez, je vais mettre le... D'accord. Elles sont connectées, elles sont connectées, elles sont connectées. Elles sont, ouais, System Integration. Elles sont robotisées et elles sont intelligentes. Ouais, j'ai seulement ça. D'accord. Et elles sont intelligentes. L'idée, c'est quoi? C'est que vous avez une première usine qui est ici, qui est connectée à ces différents catalyseurs-là. Vous avez une deuxième ici, qui est elle-même connectée à ces différents catalyseurs-là. Vous avez une troisième ici, une cinquième ici. Et l'idée, c'est quoi? C'est que toutes ces usines-là, elles sont connectées à Internet. Elles ont de l'intelligence artificielle. Elles ont des robots. L'idée la plus intéressante, c'est qu'elles peuvent collaborer entre elles pour créer une valeur, pour créer une certaine synergie. On n'a pas vraiment besoin de voir les choses d'une façon classique. Alors, les frontières entre le monde physique et digital sont réduites dans ce cas-là. Et ça donne vie à ce qu'on appelle l'industrie 4.0, tout simplement. Donc, l'usine 4.0, ce n'est pas l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est le terme donné à cette révolution-là. L'usine 4.0, elle est interconnectée. Elle est interconnectée. Et les collaborateurs qui sont dans cette usine-là, les machines, les acteurs, les produits, les fournisseurs, tous ces éléments-là, tout ce qui fait d'une usine une usine, ils interagissent d'une façon intelligente, ils interagissent d'une façon déconnectée. Et ils interagissent pas seulement entre eux, même avec d'autres collaborateurs et d'autres acteurs dans d'autres entités. L'exemple le plus simple, c'est je veux aujourd'hui concevoir, exemple plus simple, je voudrais concevoir, discard, ouais, je veux concevoir cette pièce-là. Je vais essayer de suivre un petit peu cet exercice parce que c'est très important. Je veux concevoir cette pièce-là. Oh, c'est une petite image. On va chercher quelque chose. Ouais, excellent. Alors, une turbine. J'espère que c'est une turbine. D'accord. Donc, une turbine, j'ai besoin de produire. J'ai besoin de vendre. Je veux vendre ces turbines-là ici au Maroc. Je n'ai ni l'expertise, ni le savoir-faire, ni les ressources matérielles pour pouvoir la fabriquer. Tout ce que j'ai, un certain capital argent. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Avant, je ne pouvais pas faire ça. Avant, je ne pouvais pas faire ça. C'était mission impossible. Vous devriez recruter des personnes qui sont expertes en ça, des personnes qui font de l'aérodynamisme, de la mécanique, des personnes qui font de la fabrication, des personnes qui vont faire du modelage, des experts dans les fonderies, des experts en usinage pour pouvoir fabriquer une seule pièce. Maintenant, grâce à ce que je viens de dire ici, l'interaction entre les différents agents, les différents acteurs et l'usine 4.0, ce que je peux faire, c'est que je peux commander un design de quelqu'un qui fait seulement le design. Un bureau d'études, une personne, ça dépend de son savoir-faire, mais qui comprend comment ça marche. Et qui ne va pas faire la simulation, il ne va pas faire l'usinage, il va faire seulement la conception. D'ailleurs, vous arrivez à voir ça sur Internet. Vous pouvez acheter un modèle de fichier Photoshop, un fichier digital, numérique. Vous l'achetez avec de l'argent. Et ça n'existait pas avant. C'était quelque chose qui n'existait pas, tout simplement.
Genre, c'était, c'était différent. C'était différent avant. Ça existait. Si vous avez du palpable, ça existe dans le monde réel, je pourrais l'acheter. Mais du digital en tant que produit, personne ne s'intéressait pas à ça, ne s'intéressait à ça. Donc, je réfléchis, je pense à des exemples. L'exemple, c'est Amazon. Le grand Amazon, le leader là, côté e-commerce, il a commencé avec un produit digital, ce sont les livres, Amazon Books, avec des e-books. Et regardez ce qu'il peut faire maintenant dans le monde réel en termes de masse de vente de produits physiques et non pas de produits digitaux. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Je peux acheter un produit digital, c'est-à-dire le fichier parts, ou bien la conception de cette roue, de cette turbine. Alors une fois que je vais l'acheter, je peux envoyer ce fichier-là vers un bureau d'études qui va faire les tests et les simulations, si ça marche ou ça marche pas, pour modifier les choses. Donc l'angle d'attaque, qui va me faire une étude sur les matériaux, la résistance et tout. Alors, lorsqu'il va me donner mon rapport côté est-ce que ça marche ou ça marche pas, je pourrais prendre ce rapport-là, plus le fichier, et l'envoyer vers un fabricant. Le fabricant, regardez, il n'a pas l'expertise pour pouvoir concevoir, mais il a l'expertise pour pouvoir lancer de l'usinage. Donc, il va lancer l'usinage. Il peut lui aussi, ou bien lui demander, je pourrais lui demander de l'envoyer vers un autre site qui va faire le traitement chimique, traitement de surface, traitement thermique, pour avoir le résultat final. Et sans vraiment voir la pièce, je pourrais l'expédier directement vers mon client. Et ça, c'est excellent. Et l'avantage que je pourrais avoir par la suite, c'est quoi? C'est que pendant la conception, je peux lancer la conception et donner le fichier conçu à mon client pour pouvoir le valider si c'est vraiment le besoin dont il a besoin. D'accord? Donc si c'est vraiment le besoin réel, il veut ça, il veut modifier les choses. Du coup, je vais pas faire tout le cycle, produire, je ne sais pas, 50 000 entités et apprendre par la suite que le client a voulu un certain angle d'attaque, une certaine puissance. L'informatisation, la digitalisation, le fait qu'on soit des systèmes qui sont intégrés, qu'on utilise tous ces capteurs-là et tous ces composants et ces catalyseurs-là, ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. D'accord? Donc, je peux aujourd'hui, sans avoir une certaine expertise dans la matière, mais avoir une expertise dans la gestion de la matière, dans la gestion des PLM, pouvoir lancer et fabriquer, commercialiser ce genre d'articles. C'est bon? Est-ce que vous avez compris cet exemple-là? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Oui. Lorsque vous d'envoyer un fichier au client pour voir si c'est ce qu'il attend comme produit fini, est-ce que lorsque le client va nous faire, lorsqu'on va envoyer le fichier au client, est-ce que ce sera un truc virtuel ou bien on va faire un modèle comme un prototype avant de lui envoyer? Oui, excellente question. L'idée classique, c'est de faire du prototypage. Parce que le prototypage, ça permet de réduire largement les coûts de fabrication. Donc, on commence avec un prototype, le client va pouvoir voir le prototype, ça marche pas, et valider. Une fois qu'on valide un prototype, on va lancer la fabrication, l'industrialisation. C'est ce qu'on appelle l'industrialisation. On peut produire la masse. Mais récemment, on voit plus une certaine émergence d'un réflexe. Quand tu m'envoies directement le fichier, je vais le visualiser en 3D et demander s'il y a des modifications à faire. Parce que, regardez ici, il y a un aspect très intéressant qu'on a intégré ici, c'est Augmented Reality. Un fichier 3D que je peux visualiser sur un navigateur web, des casques qui permettent une certaine intégration dans ce système-là, une interaction avec ces systèmes-là. L'exemple le plus simple, vous avez déjà vu le film Iron Man. D'accord? On appelle ça le robot. Qu'on appelle ça le robot avec lequel il interagit. Le système-là intelligent qu'il possède. Jarvis. Excellent. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Oui, Jarvis, c'est ce système-là avec lequel, donc on a ici
Tony Stark. Oui, il s'appelle Tony Stark. Tony Stark qui est en train d'interagir avec Jarvis. Alors, je crois si vous avez vu le film ou bien vous avez eu la chance de regarder le film, on ne fait pas de prototype. Il fait tout dans cette interface-là. Et grâce à une certaine interface en machine, il peut voir des suits, ou bien les tenues qu'il va fabriquer, il peut voir les navettes spatiales, il peut voir tout. Alors, il peut faire la rotation, il peut décortiquer les choses, il peut voir l'arborescence comme on a vu sur le logiciel d'Elmia, rassembler les choses et dire à Jarvis de lancer la production. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif final. On a besoin d'un court-circuit, un shortcut entre idée et produit final. Le prototype, ça permet de faire ça. Mais vraiment, la réalité augmentée, ça permet d'éliminer cet aspect prototype. Parce que le prototype, ça coûte cher. C'est vrai que dans des cas, on a besoin d'un prototype fonctionnel pour pouvoir le tester. L'exemple, c'est la voiture et tout. Mais je ne crois pas que dans le cas de cette roue-là ou bien de cette turbine, qu'on aura besoin de quelque chose de fonctionnel. Parce qu'on a des logiciels qui font la simulation des fluides, la CFD et tout. On peut prédire le comportement final de cette turbine-là. C'est ça un petit peu l'idée. C'est de court-circuiter ce processus-là entre idée et un client final qui reçoit son produit. Donc le prototype, comme tu as dit, c'est très intéressant. Ça permet de réduire largement les coûts. Ça permet une conception collaborative client, concepteur, fabricant et tout. Ils sont toujours utilisés pour les voitures. Mais de plus en plus, on essaye de réduire ça. Alors, vous connaissez Tony Stark, c'est ça l'exemple. Maintenant, on va aller vers une personne qui produit déjà des articles. Donc, c'est Elon Musk. Elon Musk, je vais écrire Jarvis. J'espère que je vais pouvoir retrouver la même chose. Oui, excellent. Alors, vous connaissez Elon Musk. Elon Musk, c'est... Right now we interact with computers in a very unnatural sort of 2D way. And we're trying to create these 3D objects. Vous connaissez les voitures autonomes, électriques Tesla? Bien sûr. C'est lui. SpaceX, c'est lui. Gigafactory, c'est lui. PayPal, c'est lui. Une grande partie de eBay, c'est lui. Un jeu vidéo que je jouais quand j'étais petit qui s'appelle... Galaga ou quelque chose comme ça, c'est comme Space Invaders, c'est lui, d'accord? Alors regardez qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est vrai qu'il s'est inspiré de ce film-là, de Iron Man, mais il est en train de fabriquer des réacteurs pour fusées, d'accord? Et regardez qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il n'essaye pas de voir le prototype. Il veut une certaine émergence, il veut une certaine intégration dans le système, il veut interagir avec le système qu'en fait Tony Stark. Et ceci, je ne parle pas d'ici d'un geek qui veut faire les choses seulement pour le show-off, je parle d'un CEO. C'est-à-dire que ce qu'il a en tête, c'est le coût. Alors, avant de lancer la production de cet article-là, ce qui l'intéresse, lui, c'est de voir comment ça marche, comment ça fonctionne, regarder la rotation, regarder l'intégration dans ce système. Et ça, c'est dans un écran 2D. Et c'est difficile de voir ou bien d'interagir avec un objet 3D qui existe dans les 3 dimensions dans un écran plat 2D. Mais cette interaction, ce input humain avec sa main, ça permet une certaine interaction assez naturelle pour l'être humain. Donc ici, il est en train d'expliquer comment ils sont en train d'utiliser ces technologies-là pour la conception des fusées qu'ils vont lancer par la suite. Regardez ici. Au lieu de faire un écran 2D qui est simple, on peut faire un écran avec une certaine profondeur, on peut colorier les pièces, on peut lancer l'arborescence, vous allez avoir... Regardez les sections. C'est bon? Et ça, je crois, ça a commencé en 2010, tous ces efforts-là pour pouvoir voir les choses en 3D. C'est utilisé dans l'aérospatial, c'est utilisé dans la chirurgie. Regardez les lunettes pour voir les choses en 3D. Donc, ce sont des efforts combinés pour augmenter l'interaction et limiter les charges dues au prototypage. Parce qu'un prototype de navette spatiale, ça coûte cher. Vraiment cher. Même pour une voiture, ça coûte cher. C'est bon? Et ça ressemble... Ça, c'est l'Oculus Rift. Oculus Rift. C'est un produit qui permet, ou bien des lunettes qui permettent une interaction avancée côté réception. Vous avez vu?
Donc ça, c'est utilisé. Je crois la vidéo, elle est sortie en... Je vais essayer de voir en quelle date. 2013. Vous avez vu? Ça, c'est SpaceX. C'est sa société. Ça, c'est en 2013. Ils sont déjà en train d'utiliser ça. C'est bon? Et après, regardez, moi, c'est ce qu'on va voir par la suite. C'est juste qu'on va essayer de standardiser les choses. Quand tu as parlé de prototype, au lieu de fabriquer le prototype avec l'usinage numérique, ils sont en train de le faire avec l'impression 3D ou bien le additive manufacturing. Ça coûte largement moins cher, mais vous avez un prototype fonctionnel. Vous avez vu? C'est vrai que je peux le voir et tout, c'est pas aussi résistant, je vais pas pouvoir le lancer en production finale, mais j'ai un produit que je peux toucher, d'accord? Si j'ai besoin d'un autre niveau d'intégration, c'est-à-dire palpable, le physique. Ça, c'est de l'acier que j'ai imprimé. On va voir ces technologies d'impression dans une autre séance. Est-ce que ça répond un petit peu à l'idée ou bien à la question? Oui, monsieur. Très bien. Parfait. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions avant de se lancer vers l'usine 4.0?